Bonjour. Alors, petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir quelque chose vibrer dans votre poche, sortir votre téléphone et qu'en fait, il n'y a rien? Levez la main si ça vous est arrivé. Ok, bon, à peu près tout le monde. Alors, il s'avère qu'en fait, 9 personnes sur 10 ont déjà eu ce qu'on appelle des vibrations fantômes. C'est littéralement quand on a imaginé que son téléphone vibrait alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est quand même incroyable, parce qu'il y a un autre nom pour ça, une hallucination. Est-ce que vous connaissez autre chose qui aujourd'hui font halluciner 9 personnes sur 10? Et pourtant, nos smartphones nous ont tellement conditionnés à avoir ces petits morceaux de récompense que, comme les chiens de Pavlov maintenant, on commence à saliver alors qu'il n'y a rien. C'est très triste parce que quand on se projette dans le futur, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'objets connectés avec lesquels on va interagir et globalement un peu la technologie autour de nous va augmenter de manière exponentielle. Si déjà aujourd'hui, avec 2-3 objets chacun, on a des hallucinations et on est conditionné de cette façon-là, à quoi est-ce qu'on va ressembler dans 15 ans? Personnellement, moi, ça me fait un petit peu peur. De me dire que je risque de devenir un robot quand toutes les ampoules autour de moi me pousseront des notifications en me demandant si je veux vraiment les allumer, ce n'est pas vraiment le futur que j'avais imaginé. Heureusement, on a une solution. On a une solution et ça s'appelle l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que si un humain seul n'est pas capable de gérer autant de complexité due à la technologie, peut-être qu'en fait, en créant un assistant intelligent qui apprenne le comportement de ces humains, on pourra finalement déléguer cette complexité et déléguer la technologie à cet assistant artificiel. Et quand on regarde ce qui se passe en intelligence artificielle, ça a mis un petit peu de temps à démarrer, on a eu quelques faux espoirs il y a quelques années, mais dernièrement, il y a cette espèce d'accélération exponentielle extrêmement rapide. Et malgré ce qu'on pense, elle n'est absolument pas due à des nouveaux algorithmes, elle est due à deux choses. La quantité de données accessibles pour entraîner et faire apprendre à ces machines des tâches, et la puissance de calcul qui est devenue quasiment gratuite. Et vu que ces deux choses-là ont une croissance exponentielle, ça crée une double exponentielle qui fait qu'on a un petit peu cette impression de perdre le contrôle de ces intelligences artificielles. Ça veut dire que dans le futur, on peut s'attendre à ce que les capacités de ces agents, de ces assistants artificiels, soient bien plus élevés que les problèmes et la complexité qu'ils sont censés gérer. Et le jour où ça arrive, notre perception de la friction et de la technologie dans notre quotidien sera qu'elle aura disparu. C'est-à-dire qu'on sera entouré de technologies, tout sera connecté, les chaises, les tables, on aura certainement même d'ailleurs des processeurs à l'intérieur de nous, mais on aura la sensation que le monde est totalement déconnecté. C'est quelque chose que les gens théorisent depuis les années 80, qui s'appelle l'informatique ubiquitaire, le ubiquitous computing, mais qui jusqu'à aujourd'hui était un petit peu un genre de fantasme ou une théorie académique, et que maintenant, pour la première fois, on arrive enfin à imaginer et à anticiper. Et pour moi, la révolution numérique, c'est pas Internet. Internet, c'est déjà fini. C'est même pas le mobile, c'est même pas l'Internet des objets, c'est vraiment l'informatique ubiquitaire. Tout le but de tout ce qu'on est en train d'avoir en ce moment, toute cette transition numérique par laquelle on est en train de passer, c'est pour nous emmener dans un monde ultra connecté, mais qui soit en même temps complètement déconnecté. Alors, comment est-ce qu'on fabrique des systèmes intelligents comme ça? N'oublions pas ici qu'on n'est pas en train de parler de créer une intelligence artificielle qui fasse un petit peu tout pour tout le monde. On est en train de parler que chacun d'entre nous est notre propre assistant. Et pour créer cet assistant, il faut lui expliquer un petit peu comment est-ce qu'on vit notre vie. Il faut lui donner des exemples de qu'est-ce qu'on fait. En d'autres termes, il faut lui donner accès à toute notre donnée personnelle. Par exemple, de savoir où on est, c'est très important. Si on prend la géolocalisation, ça nous donne beaucoup d'indications sur ce qu'on a fait pendant la journée. Sauf que pas de chance, un téléphone portable qu'on a tout le temps sur soi et donc qui sert un petit peu de balise GPS personnelle, n'a pas du tout la précision nécessaire pour faire ça. Chacun des points verts qu'on voit ici est une donnée géolocalisation que le téléphone renvoie. Quand je suis chez moi et que je ne bouge pas, mon téléphone ne sait pas exactement où je suis. D'ailleurs, tous ces endroits-là sont potentiellement des candidats. Donc d'un point de vue purement de localisation, je pourrais être dans n'importe lequel de ces 20 endroits. Donc ce qu'on veut commencer à faire ici, c'est croiser d'autres sources de données. On veut par exemple regarder où j'ai l'habitude d'aller avant, la popularité de certains endroits, le fait qu'il est 21 h, le temps que j'ai passé dans cet endroit-là. Et en gros, ce que ça nous a permis de savoir ici, c'est que j'étais dans une résidence. Bon, très bien, mais on ne sait toujours pas si je suis dans celle-là, celle d'à côté. Or, c'est quand même relativement important de savoir si je suis chez moi ou chez un copain, parce que le contexte, et donc du coup, ce que je risque de demander à mon assistant, sera très différent. Pour ça, il s'avère que regarder les emails était quelque chose de très pertinent, parce qu'il y a très souvent des invitations ou des emails que j'envoie à des gens avec l'adresse de chez moi. Et donc, la théorie étant que
je ne dis pas par hasard des adresses. Si je mentionne quelque chose relativement souvent, c'est que c'est pertinent pour moi et donc du coup, il faut que ça soit factorisé. Ensuite, on a envie de savoir quand on n'est plus quelque part, mais en transit. Sachant qu'on pourrait être en train de marcher chez soi, sémantiquement, on est encore chez soi. Donc ici, l'idée des algorithmes, des assistants, c'est de savoir qu'on est en train d'aller quelque part d'autre. Donc on a d'autres algorithmes qu'on peut utiliser pour savoir si on est en train de faire du vélo, pour savoir si on est en voiture, pour savoir si on est en train de marcher. Sauf qu'à Paris, tout le monde prend le métro. Enfin, des gens prennent le métro. Et quand on rentre dans le métro, on n'a plus aucun signal. On n'a plus de GPS, on n'a plus de GSM, on n'a aucune façon, en fait, finalement, de traquer la position de quelqu'un quand il est dans le métro. Ben, en fait, si. Il s'avère qu'en utilisant le baromètre du téléphone, donc ce qui normalement est utilisé pour l'altitude dans les GPS, on est capable de mesurer des changements de pression à chaque fois qu'un train accélère dans un tunnel dans le métro. Alors, ne me demandez pas exactement de vous expliquer les phénomènes physiques qu'il y a derrière, mais ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on passe par une station de métro, ça crée un pic dans la variance de la pression mesurée par le baromètre du téléphone. Et quand on regarde le temps qui sépare ces deux pics, on est capable assez rapidement de reconstruire une probabilité d'être dans une station plutôt qu'une autre, avec plus de 90% de précision. C'est-à-dire que la prochaine fois que quelqu'un vous dit « j'ai besoin d'avoir accès au baromètre de votre téléphone », vous dites oh, « le baromètre, ça ne va pas lui donner grand-chose », en fait, peut-être qu'il est en train de vous traquer sous terre. Il faut y penser, hein, parce que ce qu'on peut faire avec la data, nous on le fait de manière créative et positive, mais on peut très bien le faire aussi pour des choses qui ne sont pas aussi bien. Et je pense que personne ici ne s'est jamais dit que le baromètre était une donnée personnelle. Ensuite, je vais au bureau, même problème. Il s'avère que nous, nos bureaux à Paris, en fait, en plus de ça, sont un immeuble derrière un immeuble, donc c'est au milieu, donc c'est vraiment impossible de savoir exactement où on est. Ce qui s'avère ici avoir été véritablement significatif, c'était de regarder le calendrier. Ensuite, même si on avait le calendrier, parfois, en fait, on a des informations encore plus intéressantes quand on regarde les textes. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a beaucoup des informations qu'on échange, on les échange par WhatsApp, par Messenger, par texto. Et en faisant du traitement du langage sur ces messages qu'on a sur son téléphone, ben finalement, on est capable de comprendre qu'on est certainement à cet endroit, pas plutôt celui-là, parce qu'on en avait parlé hier soir. Sur certains téléphones, on est même capable d'analyser l'écran du téléphone en permanence. C'est-à-dire que tout ce que l'utilisateur voit sur son téléphone, son assistant y a accès et peut l'analyser. C'est pas mal, hein? Tout ça pour dire qu'au final, l'objectif ici, c'est de recréer une séquence d'activités de tout ce qu'on a fait pendant la journée. Donc en fait, on veut recréer ce qu'on appelle une timeline de sa propre vie qu'on donne à son assistant. Ça, c'est une façon très facile à comprendre, très machinale de représenter l'information, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'un humain se représente l'information dans son cerveau, en fait. En pratique, un humain n'a pas des bases de données comme on aurait dans un ordinateur. Au contraire, il a de l'information un petit peu dispersée partout dans son cerveau et il crée des liens en fonction de comment ces morceaux d'information sont liés entre eux. Par exemple, si je vous dis « rejoignez-moi au bureau demain », la manière dont vous récupérez l'adresse de mon bureau, c'est d'abord vous pensez à moi parce que je suis en face de vous, puis vous naviguez du concept de RAND vers le concept de ma société, SNIPS, et du concept de ma société vers le concept en fait, d'adresse qui correspond à ma société. C'est une autre façon de le dire, c'est qu'on représente l'information comme un réseau de connaissances. Et c'est très efficace de représenter les choses comme ça, parce que ça permet déjà de réduire la taille de stockage, mais ça permet aussi de récupérer l'information en se basant sur quelque chose dont on se souvient qui est en rapport avec cette information. Donc si je veux aller à mon hôtel que j'ai réservé, je n'ai pas besoin de me souvenir exactement de l'adresse de mon hôtel, j'ai juste besoin de me souvenir que je l'ai réservé sur tel site internet, d'ouvrir mon email, chercher le site internet et à partir de là retrouver l'information. Donc on est capable en fait de proche en proche de retrouver cette information. Et c'est exactement ça qu'on a créé et qu'on a mis dans les intelligences artificielles. On a recréé en fait finalement ce réseau de connaissances en prenant toutes les données possibles et imaginables sur la vie de quelqu'un qu'on a combinées de cette façon-là. Et on s'en sert maintenant pour créer des assistants personnels pour les smartphones. Donc ça, c'est un exemple d'un nouveau produit sur lequel on est en train de travailler, qui en fait permettent de taper en langage naturel des requêtes. Donc ça peut être quelque chose de très simple comme Weather in London. L'intelligence artificielle va analyser cette requête en langage naturel, comprendre qu'on est en train de demander la météo et va du coup engager une conversation autour du concept de météo. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant qu'on a en fait ce graphe de connaissances où il y a finalement toute la vie de l'individu à l'intérieur, on peut aussi poser des questions qui sont très ambiguës. Par exemple, trouve-moi un Italien à côté de mon Airbnb à Londres. Une phrase comme ça, pour un assistant aujourd'hui, est impossible à comprendre parce qu'il n'aurait pas le contexte de ce qu'est le Airbnb à Londres. Mais parce qu'on a donné accès aux emails, que ça a été analysé, que ça a été linké, qu'on a compris que c'était une réservation à Londres, on est capable de comprendre qu'on cherche des restaurants autour de cette adresse, de l'envoyer donc on a son assistant qui va nous proposer plusieurs résultats. Et finalement, c'est un petit peu ça qu'on demande de son assistant. On lui demande en fait de comprendre exactement ce qu'on est en train de lui demander.
Heureusement, heureusement, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de donner accès à toute cette donnée à des entreprises et à des serveurs. Parce que vous imaginez quand même si quelqu'un venait vers vous et vous disiez j'ai besoin d'avoir accès à votre géolocalisation en permanence, à tous vos emails, à tout ce que vous voyez sur votre téléphone, vos messages, les sites internet que vous visitez, y compris votre banque, vos calendriers, vos listes de contacts, vos réseaux sociaux, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous diriez? Ouais, bof. La moitié dirait oui, mais l'autre moitié dirait bof. En pratique, en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que même si l'entreprise à qui vous le donnez, vous lui faites confiance, le fait de centraliser autant de données personnelles fait de cette entreprise, finalement, la seule entreprise qui a besoin d'être piratée. Pourquoi? Parce qu'un pirate informatique, son objectif, c'est d'aller vers le point le plus faible. Et si quelqu'un a déjà fait l'effort de centraliser la donnée qui vient de tous les services, il n'a qu'un seul endroit à rentrer. Et aujourd'hui, on voit une émergence de quelque chose qui s'appelle les ransomware, qui sont des attaques informatiques dont le but est de voler de la donnée personnelle pour faire du chantage aux gens à qui appartiennent ces données et leur demander des bitcoins en échange. Donc plus on centralise de la donnée sur des serveurs, plus en fait on prend le risque de se faire pirater. Il y a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle le privacy by design, dont le concept en fait est simple. C'est de créer des algorithmes et des produits où dans la conception même de ces systèmes, on est capable de garantir la confidentialité des données. Comment est-ce que ça se fait? Ça peut se faire par exemple en faisant tourner tous ces algorithmes d'intelligence artificielle directement sur le smartphone. Donc plutôt que d'envoyer ces données sur un serveur et les traiter sur le serveur, on va les traiter en local sur le téléphone. Ce qui veut dire que personne n'a accès à ces données, sauf celui qui possède le téléphone en lui-même. Ça crée du trust. Ce qu'on a vu avec nos utilisateurs, c'est que le fait de leur garantir le privacy leur donne envie de nous donner accès à de la donnée, ce qui rend l'assistant encore plus intelligent. Car 91% des gens sont confortables de nous donner leur géolocalisation en permanence parce qu'ils savent que ça ne sort pas du téléphone. 60% nous donnent accès à tous leurs emails. Les emails, c'est très important, ça contient toute votre vie. Donc c'est véritablement quelque chose de très puissant. D'un point de vue un petit peu plus technique, comment est-ce que ça marche? Imaginons qu'on ait envie de demander un Uber pour aller à une adresse spécifique. Ça, c'est une phrase relativement simple. On fait du traitement du langage. On comprend que l'action, c'est de commander un taxi, que le provider, c'est Uber. Du coup, on sait qu'on cherche une adresse. C'est bien, on en a trouvé une dans la phrase. On l'envoie, c'est fait. L'assistant peut demander le taxi. Ça, c'est une phrase, en fait, qui est non ambiguë, où toute l'information nécessaire est contenue dans la phrase en elle-même. Sauf que la majorité du temps, c'est plutôt ce genre de requête qu'on va demander à son assistant. Commande-moi un Uber pour l'anniversaire de Rand. Parce qu'on ne sait pas vraiment où est l'adresse. C'est certainement un événement sur Facebook, quelque part. Il y a tellement de notifications que de toute façon, on ne sait pas le retrouver. Donc l'assistant comprend évidemment qu'on veut un Uber, ça c'est toujours si facile. Il cherche une adresse, il n'en trouve pas. Donc le résultat, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme dans Siri, où ça répond « I'm sorry, j'ai aucune idée de ce que tu veux me dire, est-ce que tu peux demander différemment ?» Et là on se dit « zut, ça ne marche pas », on retourne nous son application et on perd 5 minutes, et en plus de ça on est frustré parce qu'on a fait une étape avant qui n'a servi strictement à rien. Sauf que maintenant qu'on a collecté toute cette information, on est capable de comprendre que Rand est un contact, de l'extraire de la liste de contacts, de comprendre que Birthday Party, c'est certainement un événement, de regarder dans les événements qui sont liés à ce contact, est-ce qu'il y en a un qui mentionne un anniversaire, prendre le premier, puisqu'on sait qu'on cherche une adresse, c'est qu'un événement contient une adresse, on peut extraire l'adresse et l'envoyer directement. Et donc vous voyez, ça a l'air un petit peu compliqué, mais c'est ce genre de choses que l'humain fait naturellement. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un « viens à mon anniversaire, viens à la maison », on a fait tout ce chemin mental dans sa tête. Et reproduire ça dans un assistant, c'est un des plus gros enjeux en fait, du moment. Ça marche aussi pour les objets connectés. Si je fais une requête à mon assistant éteins les lumières, il faut comprendre en fait qu'on est actuellement à la maison, qu'il y a des lumières qui sont allumées pas très loin, et donc c'est certainement celles-ci qu'on veut éteindre et pas celles qui sont au bureau quand les gens sont encore en train de travailler. Ce qui m'emmène vers un autre problème. À partir du moment où on n'est plus dans un seul smartphone, mais où on commence à faire de l'intelligence artificielle distribuée sur plusieurs objets, ou même sur plusieurs utilisateurs, si on veut faire des fonctionnalités sociales. Comment est-ce qu'on fait pour garantir la vie privée? Par définition, si ce n'est plus sur un objet physique, la donnée est obligée de transiter et obligée d'être calculée quelque part entre ces objets. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a des nouvelles techniques de cryptographie. Alors moi, je trouve ça incroyable. Donc, je code depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je fais de l'intelligence artificielle depuis que j'ai 18 ans. Ça, c'est le truc qui m'a le plus excité depuis. C'est ce qu'on appelle le chiffrement homomorphe. L'idée est très simple. On a un téléphone qui produit de la donnée très personnelle, on va dire de la géolocalisation. Le téléphone a une clé de chiffrement et de déchiffrement, va chiffrer la donnée en local sur le téléphone, envoyer la donnée chiffrée dans le cloud. Le cloud n'a pas accès à la clé, donc ne peut pas déchiffrer la donnée. Mais la manière dont on l'a chiffrée, les algorithmes de chiffrement qu'on a utilisés,
ont quand même conservé certaines propriétés mathématiques. Donc on peut faire des additions, des multiplications sur la donnée chiffrée directement. On produit un résultat qui lui-même est chiffré, donc le serveur, le cloud, ne comprend toujours pas ce qu'il est en train de voir, il ne sait pas ce qui est rentré, il ne sait pas ce qui est sorti, il envoie le résultat au téléphone, qui lui a la clé de déchiffrement, et est capable du coup d'interpréter le résultat. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec ces techniques, potentiellement tout ce qui existe comme calcul mathématique sur de la donnée personnelle peut être fait dans le cloud sans jamais envoyer la donnée en elle-même. Ce qui du coup pose une question assez simple. Si on est capable de faire ça dans les 5 années qui viennent, pourquoi est-ce qu'une entreprise ne le ferait pas? Si elle peut proposer exactement le même service sans aucun risque de confidentialité. Il n'y a que 2 raisons. La première, c'est qu'elle ne soit pas capable de le faire. Auquel cas, il ne faut peut-être pas lui faire confiance en premier lieu avec des données aussi sensibles. La deuxième, c'est qu'elle est certainement en train de revendre ces données. Et je pense que dans le futur, ce ne sera plus acceptable d'avoir une entreprise qui collecte et qui revend des données en échange d'un service gratuit. C'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que depuis que j'étais enfant, on m'avait toujours un petit peu expliqué que le futur il ressemblerait à ça. Un monde très, un peu comme dans le 5e élément, avec ces énormes tours en métal et en verre, avec des voitures volantes et de la publicité omniprésente un petit peu tout le temps dans notre face, et du flicage en permanence. Sauf qu'en pratique, quand on parle avec des gens, avec des humains, ce qu'on réalise, c'est que ce n'est pas du tout ça que les gens veulent, en fait. Personne ne veut vivre dans un monde comme ça, c'est angoissant. Les gens, ils préfèrent finalement plutôt ça. C'est-à-dire se dire, bah oui, bah les moments que j'aime le plus, c'est les moments où je suis paisible, où je suis complètement déconnecté, sur une plage, à la montagne. Des moments où finalement la technologie n'existe quasiment plus, où elle a complètement disparu de notre perception, où on a finalement la liberté de faire tout ce qu'on a envie. Et pour moi, le véritable but de l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. C'est plutôt que de nous rendre esclaves de la technologie, c'est d'arriver à nous en libérer. Merci.